Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission intitulée RH, les attentes des seniors en emploi. Un sujet important que nous allons traiter à la lueur d'une étude réalisée par Diosassi avec l'IFOP. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être aujourd'hui sur le plateau avec Adrien Barre. Bonjour Adrien. Bonjour Luc. Merci de votre présence. Vous êtes directeur pôle compétences et mobilité du groupe Diosassi. Exactement. Et puis Mickaël Bérébi. Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du Diosassi Institute et directeur conseiller en investissement du groupe Diosassi. Tout d'abord, messieurs, vous allez évoquer les résultats importants que nous vous dévoilons aujourd'hui et surtout apporter vos commentaires, votre expertise sur les résultats. Cette étude a été réalisée en octobre 2024 auprès d'un échantillon de 1000 salariés actifs âgés de 55 ans et plus. La représentativité de cette enquête était assurée par la méthode des quotas, sexe, âge, profession, secteur et taille d'entreprise. Une étude, vous allez le voir, très riche en enseignements. Tout d'abord, Mickaël, pourquoi cette étude ? Eh bien, cette étude, tout simplement parce qu'elle répond à l'une des problématiques du Diosassi Institute. Elle répond également à une question assez récurrente qu'ont les entreprises. Et la problématique est la suivante. Comment faire pour encourager le maintien des seniors en entreprise, en emploi. Alors, il faut savoir qu'avec le Diosassi Institute, qui est un peu le centre de recherche du groupe, ça fait plus de 5 ans environ qu'on mène des enquêtes, 2 à 4 enquêtes par an sur différentes problématiques. L'un des grands axes de recherche concerne la transition démographique. C'est le sujet d'aujourd'hui, mais on travaille également sur le volet environnemental et social. Et évidemment, concernant le fameux débat autour des retraites, il n'est pas fini aujourd'hui. Il va d'ailleurs certainement, on va devoir retravailler la copie très certainement. Mais en attendant, il y a une réalité, c'est celle du taux d'emploi des seniors. En France, il est aux alentours de 57%. Il est plus bas que la moyenne des pays de l'OCDE, on est environ à 63%. Et pour un pays comme l'Allemagne, par exemple, on est à 73%. Ça montre un peu les axes d'amélioration qu'on peut avoir, ou en tout cas, nous, c'était notre objectif avec Adrien, c'était d'essayer d'identifier les conditions les plus propices pour justement maintenir les seniors en emploi. Alors, avant de voir les résultats en détail qui vont vous être commentés, Adrien Barre, vous souhaitez peut-être apporter des éléments un peu plus contextuels par rapport à ce sujet ? En fait, comme le disait Mickaël, on essaye de répondre à un besoin exprimé par nos clients. Nos clients sont les entreprises. Bien sûr. Qui se posaient la question, en effet, de se dire, avec la réforme des retraites, nos collaborateurs expérimentés vont devoir travailler potentiellement jusqu'à 2 ans de plus. En fin de compte, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on se pose des questions déjà, quand ils partaient à 62 ans, sur la capacité à les garder motivés dans l'emploi. Comment on va faire pour que ça continue jusqu'à 64 ans, avec en toile de fond aussi un sujet important qui est lié, pour les métiers qui en sont concernés, à l'exposition à l'usure et à la pénibilité, à la pénibilité. Et en fait, ces sujets-là passent évidemment par la motivation, passent aussi peut-être par de l'aménagement de la fin de carrière pour justement aider les collaborateurs à réduire ces expositions à l'usure professionnelle. Et donc, suite à beaucoup de demandes de la part d'entreprises, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir cette vision-là. Et puis aussi, ne serait-ce que pour nous, un peu égoïstement, de nous dire aussi, pour accompagner au mieux les salariés de nos clients, il faut qu'on puisse aussi savoir quelles sont leurs attentes et ce qu'ils souhaitent faire jusqu'à la fin de leur carrière, et donc avec ces 2 ans de plus et à la réforme. Alors messieurs, vous allez nous décrypter les résultats de l'enquête réalisée par Diosassi auprès de salariés, on l'a dit tout à l'heure. La première partie de cette enquête, en fait, s'attache à analyser les motivations des seniors, leur rapport au travail. Qu'est-ce qu'on peut en dire en substance, Mickaël ? Le premier constat est plutôt optimiste. Plutôt optimiste parce qu'il y a
environ 2/3 des personnes interrogées, donc salariés de plus de 55 ans, qui se disent motivés vis-à-vis de leur emploi actuel. Et on a un peu plus de la moitié qui, elle, se dit satisfaite de la reconnaissance de son expérience, de la reconnaissance des compétences. Donc globalement, un premier constat plutôt positif. Pas de démotivation, hein. Alors, et c'est là où il faut apporter les nuances. Oh, d'accord, ok. Et il y a au moins 3 grandes nuances à apporter sur les résultats. La première, c'est la façon dont peut être appréhendée la seniorité. Et là, il y a 2 grandes populations quand même qui se distinguent. Il y a le personnel plutôt d'encadrement, les cadres, qui pour elles, cette population, seniorité rime avec expérience, expertise, et une seconde plutôt liée aux travaux manuels, où là, seniorité est plutôt synonyme d'usure ou de fatigue. D'accord. Et évidemment, selon la population, les statistiques qu'on va avoir sur l'engagement, sur la fierté, sur la motivation, va être assez différente. D'accord. Premier élément. Deuxième élément, c'est le poids de l'ancienneté. Et là, c'est un enseignement assez intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que les salariés plus de 55 ans qui travaillent chez leur employeur depuis moins de 5 ans sont quand même beaucoup plus motivés et engagés. D'accord. Il y a quand même une prime à la nouveauté, alors qu'on peut être plutôt confortable dans une vision beaucoup plus pérenne au sein d'une même entreprise. Et troisième élément, et pas des moindres, c'est le sujet de la discrimination. Alors oui, dans l'étude, c'est assez flagrant, ils sont plus de 85% à se dire intégrés, plus de 3/4 à se dire fiers d'appartenir à leur entreprise, mais il y en a quand même un tiers qui se dit victime de discrimination. Donc ce sujet de l'agisme n'est pas neutre, il est également reflété dans d'autres études, il est d'ailleurs un petit peu plus marqué dans les grandes entreprises. Donc globalement une enquête optimiste, parce qu'on a une majorité de plus de 55 ans qui sont fiers, motivés, attachés, mais attention, des nuances, dont la discrimination. Pardon. Alors, vous pourrez retrouver, on en parlera en fin d'émission, vous pourrez retrouver les résultats, l'ensemble des résultats de cette enquête. Adrien, en complément de ce que vient de dire Michael sur ce premier point. Ce que dit Michael, en effet, c'est que il faut en effet faire attention aux résultats. On trouve des différences suivant les catégories socio-professionnelles, en effet, qui sont concernées par l'étude. Là où je rejoins aussi Michael, c'est que l'enquête est plutôt optimiste. On a en effet 94% des personnes interrogées qui se disent épanouies au travail. Et ça, c'est aussi intéressant comme marqueur, parce qu'en effet, ça sous-entend quand même que, évidemment, il y a de la discrimination, il y a de l'agisme, mais dans le quotidien, dans le day-to-day, en fait, en réalité, ils sont plutôt satisfaits, contents d'y aller, avec en effet une variable parfois sur la reconnaissance de la mise en avant des compétences, mais de manière générale, je trouve que l'enquête est peut-être plus positive que ce à quoi on s'attendait en la faisant. Alors, il y a de grands enjeux dans les entreprises aujourd'hui, et vous allez nous dire si c'est le plus important, mais il y en a un, c'est l'enjeu démographique des collaborateurs. C'est quoi le contexte pour nos auditeurs, Adrien ? En fait, il y a en effet un enjeu démographique, et puis il y a une évolution de la société. C'est-à-dire que le premier enjeu démographique, mais ça, il est simple, tout le monde le sait, on a une population qui vieillit. Donc une population qui vieillit, c'est-à-dire une pyramide des âges qui, sur les âges avancés, entre guillemets, sur les salariés expérimentés, cette population grossit au sein des entreprises. Mmh. D'accord ? Le deuxième sujet, c'est qu'elle va aussi continuer de grossir, parce que lorsque l'on décale l'âge de départ en retraite, mécaniquement, vous allez avoir plus de collaborateurs seniors qui vont rester dans l'entreprise alors qu'ils auraient pu partir à la retraite. Le dernier point, et c'est ce qu'on disait, c'est que je dirais que cette situation-là, elle emmène 2 sujets. Le premier, c'est le sujet qui est lié à l'exposition à la pénibilité et à l'usure professionnelle. C'est-à-dire que, quand je parlais de changement de mentalité tout à l'heure, quand on a porté l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, les entreprises nous contactaient en nous disant « Qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'accélérer le départ en retraite de mes collaborateurs et faire en sorte qu'ils s'en aillent ?» Aujourd'hui, avec le marché de travail qui est le nôtre, le taux de chômage et de difficultés de recrutement aussi parfois que l'on peut avoir dans certains secteurs, on est plutôt sur une autre optique qui est de dire mais
comment est-ce que je vais faire ? Moi, je veux au contraire les garder le plus longtemps possible, mes seniors, parce qu'ils ont des compétences, ils ont une expérience, et derrière, j'ai du mal à recruter. Mais comment je fais pour les garder sur cette période de plus, en bonne santé, ce qui est très important, et évidemment motivés. Et si on regarde du côté des répondants, cette fois-ci des personnes concernées, on se rend compte que eux, en termes d'enjeux, ils ont une difficulté, mais on en reparlera tout à l'heure, qui est d'obtenir de la visibilité sur leur fin de carrière, que ce soit dans les mesures que parfois l'entreprise va proposer, mais aussi sur quand est-ce que je mets un terme à ma carrière, à quelle date je pars en retraite, quels vont être les enjeux financiers, exactement, tout à fait. Et ça, c'est un vrai sujet pour eux. Alors, un des éléments de votre enquête qu'on découvre aujourd'hui, c'est l'envie des collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils ont, de quoi ont-ils envie après 55 ans ? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leurs envies, Adrien ? Alors, ce qu'on dit généralement à nos clients, en introduction toujours, c'est que dans la population des salariés, on retrouve, si on devait les classer, on retrouve deux populations. On va retrouver une population qui va chercher du temps, et une autre qui va chercher, alors c'est pas bien dit, mais de l'argent. La différence entre les deux, c'est souvent des situations personnelles. C'est-à-dire qu'en effet, suivant ma situation, j'ai peut-être eu la chance d'acheter un bien que j'ai fini de payer, j'ai peut-être plus d'enfants à charge à la maison, et là, dans ces cas-là, en fin de carrière, j'ai moins de dépenses, et mécaniquement, je vais plutôt chercher du temps, c'est-à-dire que je vais chercher à rééquilibrer ce qui se passe entre ma vie pro et ma vie perso. De l'autre côté, y a des personnes qui ont des fins de mois toujours difficiles, quel que soit l'âge, et en effet, ceux-là ne peuvent pas se permettre d'avoir des réductions, je dirais, de revenus, parce que, en effet, sinon, ça collera pas à la fin du mois. Et donc, ce qu'on voit dans l'enquête, c'est que, déjà, le premier enseignement, c'est que les collaborateurs se projettent et continuent de se projeter dans l'entreprise dans laquelle ils sont aujourd'hui. Si on regarde l'enquête, un critère qui revient le plus souvent, pour plus de la moitié des gens, c'est en effet le fait de dire « moi, je veux continuer dans l'entreprise et là où je suis aujourd'hui ». D'accord ? Dans le poste dans lequel je suis. Et ça colle avec les aspects de motivation que l'on a vus. Là-dedans, on a une seconde catégorie, d'accord ? C'est ce qu'on voit à l'antenne. Ouais, tout à fait. Qui sont des collaborateurs qui sont prêts à réduire leur activité, parce qu'en effet, ils recherchent cet équilibre vie pro, vie perso, et qui sont prêts à réduire l'activité, y compris en échange d'une baisse de la rémunération. D'accord ? Donc on sent que ça colle avec quand même une volonté derrière assez forte des salariés, qui est de malgré tout essayer de rechercher à peut-être arrêter de travailler plus tôt, ou tout du moins baisser l'activité. Et ça colle aussi avec un autre sujet qui est important, c'est que ça marche avec la transmission du savoir et des compétences. Ce qui fonctionne aujourd'hui dans les entreprises, c'est le fait de permettre une baisse de temps d'activité, et en échange, pendant le temps d'activité qui existe quand même, avoir cette capacité à pouvoir former des jeunes et à transmettre. D'accord ? Le dernier point, dans l'étude, c'est une catégorie, une partie des gens qui, eux, en effet, ont cette capacité à 55 ans et plus, à réussir à se projeter en dehors de l'entreprise et à se dire moi, je veux acquérir des nouvelles compétences, je veux faire un nouveau métier, voire même je veux créer une entreprise. Alors, ils sont moins nombreux, comme vous le voyez, mais malgré tout, cette population existe. Gardez à l'esprit, sur ce que vous voyez à l'écran, que les réponses en mauve sont les premières réponses choisies par les collaborateurs, et que donc on a quand même 13% des gens qui se projettent dans une situation qui est en dehors de l'entreprise. Alors je rappelle que c'est les résultats d'une étude très récente, octobre 2024, un panel de 1000 salariés actifs âgés de 55 ans et plus que Diosiassi a réalisé avec l'IFOP. Selon ce panel, justement, Adrien, quel est le rôle dans l'entreprise ? Est-ce qu'il y a un rôle d'accompagnement, d'aménagement souhaité par ce panel de 1000 salariés actifs de plus de 55 ans ? En fait, c'est un peu les deux. C'est l'aménagement et l'accompagnement. D'accord. C'est-à-dire que les collaborateurs ont une vraie demande à pouvoir bénéficier d'aménagement de fin de carrière. Il ne faut pas l'interpréter comme de la démotivation. Oui. D'accord ? Ils sont engagés dans leur poste, c'est ce qu'on voit dans l'enquête. Ils veulent. Mais ils veulent, soit pour des raisons personnelles à avoir cet équilibre vie pro, vie perso, soit aussi pour des raisons de réduction d'exposition à l'usure. Oui, bien sûr, aménagement d'horaire. Poste de travail. Exactement, du poste de travail, et aussi, alors parfois changer un peu de mission, mais aussi pour, comme le disait Mickaël tout à l'heure, des catégories socio-professionnelles qui sont exposées à de la pénibilité, une volonté aussi de réduire cette exposition pour éviter les risques de blessures ou d'accidents du travail qui peuvent entraîner des conséquences importantes sur la carrière. Donc, il y a une volonté
en effet, des salariés à ce que l'entreprise puisse proposer des mesures d'aménagement de fin de carrière. Ce qui est intéressant, c'est que ça colle avec la volonté du législateur qui, dans l'accord ANI de novembre dernier, l'accord interprofessionnel, explique que, en effet, les entreprises vont devoir maintenant, et ont une obligation de négocier un accord triennal qui va concerner l'aménagement des fins de carrière, l'emploi des seniors. Donc, même, je dirais, les politiques s'emparent du sujet, bien évidemment, là-dessus. Et donc, il y a cette volonté qui se rencontre. Les organisations syndicales souhaitent aussi pouvoir négocier sur ce sujet au sein des entreprises plus localement. Donc ça fonctionne. Sur l'accompagnement, en effet, derrière, le sujet côté salarié, c'est que l'aménagement de la fin de carrière, évidemment, leur va bien. L'autre sujet qui vont les concerner, c'est « mais quand est-ce que ma carrière va s'arrêter ?» Et là, on se retrouve face à une difficulté qui est que les assurés, de manière générale en France à la retraite, ont du mal à obtenir les réponses à leurs questions auprès des caisses. Soit... Il y a des engorgements un petit peu, non ? Ouais, il y a des engorgements parce qu'il y a beaucoup de monde. Les caisses ont du mal à faire face. On l'a évoqué tout à l'heure. Hein. Et puis, il y a une chose que les caisses ne feront pas de toute façon, c'est en effet conseiller les salariés par rapport à ce que les entreprises proposent. La caisse, elle est là pour vous donner de l'information, mais elle n'est pas là pour vous faire du conseil. D'accord ? Or, quand vous êtes salarié d'une entreprise, quand votre entreprise, elle vous dit vous pouvez aménager votre carrière, le salarié, il a besoin d'être accompagné pour prendre une décision. Et ça, la caisse ne le conseillera pas dessus. Okay ? Donc, ce qui est intéressant dans l'enquête, c'est qu'il y a 59% des gens qui ont répondu et qui disent, comme levier de motivation supplémentaire, ce qui nous importe, c'est d'être accompagné sur l'information retraite par notre employeur. Alors, on pourrait se dire, oui, 60% des gens ont ce besoin-là, mais ça veut donc bien dire qu'ils ne sont pas préparés vis-à-vis de la retraite et qu'ils ont besoin d'aide. Et ce qui est intéressant dans l'étude, c'est que dans cette même question, vous n'avez que 16% des gens qui valorisent comme levier de motivation les bilans de santé ou les actions de prévention liées en effet aux maladies graves ou chroniques. Et donc ça veut bien dire, mais le financier, si je devais faire un raccourci, le financier passe avant la santé, mais l'un peut-être entraîne l'autre, mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, en réalité, ce qui va vraiment motiver les collaborateurs, c'est d'obtenir cette visibilité sur la fin de leur carrière, et ce qui est intéressant, c'est que ça raccroche avec quand même un des besoins des entreprises, qui est aussi, quelque part, d'avoir cette visibilité sur les flux de départ des collaborateurs pour pouvoir gérer la continuité de la production et gérer les remplacements des salariés et des compétences. Donc, je rappelle que vous pourrez accéder aux résultats précis de cette étude. Aménagement, ce que souhaite le panel. Accompagnement, Michael, vous avez... des éléments complémentaires à apporter Non, mais c'est sûr que sur ce sujet de la préparation, on avait fait une autre enquête au moment justement avant la dernière réforme des retraites, au moment du grand débat sur l'âge de départ à la retraite, et on s'était intéressé dans notre panel de personnes interrogées. On s'était intéressé aux personnes salariées actives et aux personnes retraitées. Déjà retraitées. Et notre objectif, c'était de voir s'il y avait des bonnes pratiques que les retraités d'aujourd'hui auraient à transmettre aux salariés d'aujourd'hui également. Et sur la préparation, c'était assez flagrant. Il y avait ce regret peut-être d'un manque de préparation en termes d'information, aussi en termes d'épargne. D'accord ? Et pourtant, aujourd'hui, les salariés d'aujourd'hui sont conscients d'une perte potentielle de pouvoir d'achat, etc. Et d'où l'importance et le rôle parfois de l'entreprise à différents niveaux de l'âge. Et je repense à l'épargne. Plus on commence jeune, plus c'est indolore finalement en termes d'efforts financiers. Tout cela contribue aussi à une certaine pérennité, en tout cas pour la suite. Autre élément aussi qui fait un peu écho à l'enquête qu'on est en train de présenter, c'est sur la dimension on va offrir des outils, plus une palette d'outils. Après, chacune des mesures va plus ou moins fonctionner selon la population. Et à l'époque justement où de la réforme des retraites, il y avait globalement pas forcément la volonté de travailler plus longtemps. Et ça, c'était assez massif, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, la région. Globalement, c'est...
Pourtant, il y a des populations qui étaient beaucoup plus réceptives à l'idée de trouver un moyen de travailler plus longtemps. Et cette population était celle qui était prête à partir à la retraite du moment où elle atteignait une rente jugée suffisante. Les autres populations, celles qui souhaitent partir à la retraite pour des raisons de santé ou pour des projets personnels, elles étaient beaucoup moins sensibles, beaucoup plus réfractaires à des mesures incitatives. Donc là aussi, on revient un peu à la dimension de sur-mesure, à bien calibrer selon la nature de sa population, selon son secteur d'activité, selon la maturité de ses salariés. Et donc, ça nécessite une certaine formation et information à ces préparations-là. Eh bien, les mesures qu'on est en train de voir vont plus ou moins fonctionner. D'où l'importance de bien connaître sa population. On va revenir, on est à la fin de cette émission. Peut-être que vous voulez réagir par rapport à ce que dit... Non, je rejoins évidemment Michael. On a parfois un biais chez nos clients et parfois aussi en tant que consultant qui est que on regarde ce que font les autres. On se penche sur les benchmarks. Vous avez une vision très large en fait. On a un benchmark qu'on a fait sur les pratiques sur plus de 800 accords. En fait, c'est pas un mode d'emploi à suivre. Ça permet d'avoir une vision, ça permet de se poser des questions, mais en aucun cas, un benchmark dit voilà ce qu'il faut faire. Parce que comme le dit Michael très justement, ce qui va fonctionner dans une entreprise A fonctionnera peut-être différemment dans une entreprise B. Et donc, il faut en effet prendre du recul, analyser sa population, et parfois dans un même secteur d'activité, dans deux entreprises différentes, la population peut réagir différemment à des mesures, et c'est là la vraie valeur, quand on parlait tout à l'heure d'accompagnement et d'aménagement, c'est là où la vraie valeur et cette dimension sur mesure prend tout son sens. Donc ça, c'est votre rôle, c'est ce que vous faites d'ailleurs au quotidien chez Diosassi, c'est l'accompagnement auprès des entreprises, quelle que soit leur activité, leur implantation, etc. On va tirer les enseignements, les principaux enseignements, messieurs, vous avez une lourde tâche, ça va être en quelques minutes de nous dire... Allez, les enseignements majeurs, vous avez donné quelques pistes, mais si on devait les synthétiser, si en 5-6 minutes, on devait synthétiser les éléments clés de cette enquête, Michael, qu'est-ce que vous nous donneriez comme enseignement majeur de cette enquête ? 2 mots. D'abord, une certaine forme d'optimisme. Mitigé certes, mais optimiste quand même. On le voit, les statistiques sont là. Il y a une forme d'engagement, de motivation. Donc on a un terreau quand même de salariés favorables, en tout cas à travailler. Reste à déterminer les meilleures conditions pour le faire dans de bonnes conditions. Et le second, c'est aussi une forme de lucidité. Parce que même si on a une population qui est motivée, qui est engagée, elle est lucide. Je reviens quand même à cette statistique du tiers de personnes qui se sentent discriminées. Donc c'est suffisamment important pour y prêter attention. Excusez-moi, discriminé en fonction de son âge. Hein. En fonction de son âge, on est bien d'accord. Hein. Pardon, oui. Bien sûr. Non, mais... D'accord. Exactement. Donc optimiste, mais quand même des lucidité. De la lucidité sur quelques petits points de vigilance quand même, en particulier sur la discrimination. Exactement. C'est bien ça. Adrien Bard, de votre côté ? Ce que je crois vraiment, c'est que le sur-mesure dont on parlait fait du sens. Encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. Toutes les entreprises ont des objectifs RH à suivre, bien évidemment, qui suivent la stratégie de l'entreprise. Il faut partir de là. Mais ensuite, il faut vraiment analyser sa population, voir ce qui va fonctionner. Et encore une fois, tout ne fonctionnera pas pour toutes les populations. Ça veut donc bien dire qu'on va pouvoir adapter des mesures aussi, adapter des accompagnements de manière plus ou moins forte à différents types de populations au sein des accords que l'on met en place. Mais derrière ça, ce qui est clé, et on le voit aujourd'hui au sein des entreprises, notamment dans les entretiens de mi-carrière, et l'accord ANI de novembre met en place un autre entretien à partir de 58 ans, je dirais, de gestion de fin de carrière, c'est que ce qui fera derrière que tout cela va fonctionner, c'est la formation et l'accompagnement qu'on va pouvoir fournir aux managers des entreprises, cette fois-ci, ceux qui sont en face des collaborateurs. Parce que trop souvent, quand on les interroge, ils nous expliquent que c'est bien que l'entreprise propose plein de choses, mais en fait, eux, ils sont un petit peu démunis face aux salariés parce qu'ils ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent proposer des choses. Je veux dire, c'est bien de dire on peut faire de la formation, mais il faut aussi pouvoir accompagner le salarié à l'aider à savoir ce qu'il veut faire, malgré tout. Et donc, ça aussi, il faut le garder à l'esprit.
Oui, il faudra faire du sur-mesure, c'est ce que sort de l'enquête et c'est ce que notre expérience nous dit de toute façon. Mais aussi, il faut bien faire attention à tous les différents relais de la chaîne pour s'assurer que derrière, oui, le salarié puisse profiter pleinement de ce que l'entreprise met en œuvre. Donc autant votre expérience que les résultats de l'enquête convergent en fait vers cette nécessité d'appréhender au quotidien les objectifs, la volonté des seniors à partir de plus de 55 ans, faire du sur-mesure, de la personnalisation en fonction de quoi, des typologies de postes, des critères cadres non cadres, des CSP. Bien sûr. C'est ça les éléments de la segmentation. Ouais. Vous avez des mesures qui vont fonctionner majoritairement sur des CSP particulières, cadres, en fait, fonction d'encadrement notamment. Vous avez des mesures qui vont très bien marcher sur, en effet, plutôt des postes de production cette fois-ci. Et puis surtout, vous avez aussi des mesures qui peuvent fonctionner pour les deux, mais où l'employeur peut avoir un arbitrage de dire je fais un petit peu mieux, je fais un petit peu plus pour mes collaborateurs qui sont exposés à de la pénibilité ou à de l'usure professionnelle. Et ça, c'est toute la force des mesures, sachant que, encore une fois, si on part du postulat de se dire les salariés cherchent majoritairement soit du temps, soit de l'argent, il faut aussi garder à l'esprit qu'il y a des mesures où on peut laisser le choix aux salariés de choisir entre l'un et l'autre. Et ça, c'est souvent les mesures qui ont les meilleurs taux d'adhésion et les meilleurs aménagements, les meilleurs accompagnements pour le salarié. Parce qu'en effet, du coup, suivant sa situation, il pourra choisir l'un ou l'autre. Et donc vous êtes là pour accompagner également les entreprises dans cette direction. Mais écoutez, messieurs, merci de nous avoir partagé votre expertise. Les résultats de cette étude, de cette enquête que vous allez retrouver sur le site du Dio Siassi Institute. Donc vous aurez tous les chiffres les uns après les autres qu'ont commenté Adrien Barre. Merci de votre présence. Avec plaisir, merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur pôle compétences et mobilité du groupe Dio Siassi et Michael Bérébi. Merci également de nous avoir éclairés. Vous êtes responsable du Dio Siassi Institute et directeur conseiller en investissement du groupe Dio Siassi. Merci messieurs et je vous conseille de regarder l'ensemble des enseignements de cette enquête. Merci à tous et à toutes.